Moi, je ne suis pas politiquement. Moi, j'ai la réputation, si vous voulez, de dire ce que je pense, que ce soit à la télévision d'ailleurs ou au cinéma. Et j'ai choisi une voie qui est une voie de satiriste, c'est-à-dire en fait, je suis le canard enchaîné du cinéma, ou l'assiette au beurre, parce qu'à l'époque, dans les années 1915, il y avait un journal qui s'appelait L'assiette au beurre, et qui était un journal satirique, qui après, le canard enchaîné l'a remplacé plus ou moins. Alors moi, je dis ce que je pense, et je suis à l'affût de tous les scandales et de tout ce qui se passe, alors que ce soit l'égalité des femmes, l'esclavage qu'on vient de revoir en Libye, en enlevant des esclaves, alors ça paraît hallucinant si vous voulez. Ce qui est drôle, c'est que, en fait, ce qui est drôle, ce qui est grave, c'est que les sujets de cinéma sont de plus en plus nombreux, la corruption, etc. Alors le problème, c'est que quand on attaque ces sujets-là, on n'est pas aidé du tout. C'est pour ça que je suis venu dans ce cinéma ici, qui est un cinéma Nova indépendant. C'est des jeunes qui n'ont pas peur de prendre des réalisateurs un peu qui pètent le feu et de les promouvoir. Mais si vous voulez, quand on est dans des grands, quand on est en face de gouvernements comme le ministère de la Culture en France ou comme on a un truc qui s'appelle le CNC, nous. Alors il se passe des choses bizarres là-dedans parce que c'est là où l'influence du gouvernement se fait sentir. C'est-à-dire que quand vous présentez des projets, que ce soit des projets sur un film, bon, il y a ce qu'on appelle l'avance sur recette. Mais moi, j'en ai jamais vu. Et à ce moment-là, je m'assimile à des cas extraordinaires comme celui de Mozart. Je ne prends pas pour Mozart, mais dans la vie de Mozart, il y a la même chose que chez moi. Il a été enterré dans une fosse commune, il a été renié par ses pairs, etc. Après, la même chose est arrivée à Modigliani, qui est encore mon exemple le plus frappant, parce que Modigliani, c'était un peintre qui avait un petit atelier, alors il peignait une toile, il sortait dans la rue pour essayer de la vendre, il ne la vendait pas. Alors il ramenait sa toile chez lui, il en faisait une autre. Et puis il continue comme ça. C'est que quand il est mort sur un banc, complètement ruiné, parce que personne n'achetait ses toiles. Et finalement, aujourd'hui, ces toiles valent 3 millions de pièces. Mais lui, il est mort. Il est mort dans la misère, ce malheureux. Et alors, c'est pas que je m'identifie à lui, mais je veux dire, je fabrique des films et je traite des grands sujets, mais le gouvernement et les exploitants de cinéma ont une espèce de remords, mais ils ne présentent pas mes films parce qu'ils sont tellement en contradiction avec la production normale de camping ou je ne sais pas quoi. Mais je vous parle de ça, camping, parce que c'est ma bête noire, mais il y en a d'autres. Alors, les distributeurs de cinéma et le gouvernement, curieusement, au lieu d'aider les artistes comme Modigliani, parce que du temps de Modigliani, personne ne l'a aidé, ce mec. Il est mort sur un banc, ils l'ont laissé crever. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est un artiste indépendant, qu'on soit peintre, qu'on soit musicien, vous savez, on a laissé crever mon ami Gainsbourg. Maintenant, on en parle beaucoup de Serge, mais c'était mon ami, on se voyait tous les jours. Il était abandonné de tous. Tout le monde l'a abandonné, à la fois au début de sa carrière et à la fin. Il n'y a qu'une partie au milieu de sa vie où il a été reconnu. Mais que ce soit au début, personne n'en voulait. Et à la fin non plus. Alors c'est pour ça que, parce qu'il était tellement particulier, quand il avait déchiré le billet de 50 €, quand il se baladait en pyjama dans la rue avec des lunettes noires. Non mais il était complètement asocial. Eh bien on l'a laissé tomber. Alors aujourd'hui on lui livre un culte, pas autant que Modigliani, parce que Modigliani on vend ses toiles 3 millions, 300 millions, je ne sais pas quoi. Mais lui, il n'y a pas de bénéfice sur la mort de Gainsbourg, mais je veux dire, maintenant, il y a beaucoup de jeunes femmes, de jeunes gens qui l'idolâtrent. Il est devenu une idole posthume. Alors, si vous voulez, le problème, ce n'est pas simplement mon problème, parce que moi, je suis tout seul, tout ça, bon. Mais le grave, c'est que dans les années à venir, j'ai l'impression que tous les artistes qui voudront être indépendants subiront le sort de Modigliani et ils resteront de leur vivant, on les laissera complètement choir, et après, quand ils seront morts, on va dire « Ah, mais il était formidable celui-là », etc.
Je connais beaucoup de jeunes qui veulent faire du cinéma, je leur donne des conseils, mais les conseillers, c'est bien de donner des conseils, mais moi j'ai une façon de travailler qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Alors lui dire fais comme moi, c'est difficile parce que le type, s'il fait comme moi, il va peut-être se péter la gueule parce que chaque personne a son genre de vie, sa façon de travailler. Donc c'est difficile de donner des conseils, mais je crois que le conseil qu'on peut donner à des jeunes, surtout, c'est qu'un film, c'est pas cher. Parce que quand on a, par exemple, Titanic ou des trucs comme ça, c'est tout à fait différent que Un homme et une femme, Un bout de souffle ou Solo, qu'on a pu réaliser avec 50 000 euros. On ne peut pas faire Titanic avec 50 000 euros. Donc il y a quand même une différence entre les réalisateurs qui ont la chance d'avoir des budgets. Là, je viens de voir un film, ça m'a laissé. C'est un type qui s'appelle Éric Barbier. Alors, lui, il a fait que des trucs très chers. On se demande comment. Et il vient de faire La Promesse de l'Aube à 25 millions d'euros. Avec Pierre Minet et Charlotte Gainsbourg. Et ça, je suis resté sur le cul parce que je me suis dit, mais comment il a trouvé 25 millions d'euros? 25 millions d'euros, c'est pratiquement 50 films que j'ai vus. Ça paraît hallucinant de dire qu'il y a un mec comme ça qui a fait des insuccès. En plus, Eric, il n'a pas fait des succès. Et il trouve 25 millions d'euros avec Pierre Minet. Alors là, je reste sur le cul et je me dis bravo et je suis content pour lui, mais je ne comprends pas. Je comprends pas. Cinéma, que ce soit en Belgique, en Suisse, au Canada ou en France, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais pour ça, il faudrait qu'à la tête des ministères de la Culture, il y ait des gens compétents. Or, nous, dans notre ville, qui a traversé quand même 60 ans de cinéma, on a eu deux grands ministres de la Culture. C'était des artistes. Parce que je trouve qu'il est normal que dans un ministère de la Culture, il y ait un artiste et pas un commerçant ou un type qui n'a rien à voir avec l'art. Donc, et c'est ça le problème. Quand un gouvernement est fondé, que ce soit en France ou ailleurs, le poste de ministre de la Culture est un poste qui intéresse personne, en fait. Ce qui est intéressant, c'est les finances, la justice, le Premier ministre, tout ça. Alors parce qu'ils ont une influence, ces gens-là, il est nécessaire qu'ils soient importants, ces gens-là, qu'ils aient des compétences, etc. Par contre, mais le ministère de la Culture, le ministère du Sport, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en fout. Parce que ça ne sert à personne, en fait. Et alors, c'est là où vient le dysfonctionnement des gouvernements qui nomment n'importe qui à la culture, et après, c'est nous qui avons affaire à eux. Et pour en terminer, je vous dirai un truc, c'est que Marcel Carné, qui était un grand metteur en scène, qui a fait Les Enfants du Paradis, qui est le 10e meilleur film du monde, un jour, il avait 70 ans, c'était la fin de sa vie, il voulait faire un film. Alors il a demandé un rendez-vous au ministère de la Culture. Il est arrivé à 3h de l'après-midi, à 6h on l'avait pas reçu, et à 6h on lui a dit non, mais partez monsieur. Alors quand je sais, cette histoire m'a frappé, parce que je me suis dit, un mec comme ça, qui a été récompensé dans le monde entier, qui a fait ce sublime film Les Enfants du Paradis, on ne le reçoit pas. Alors là, je me suis dit, moi, c'est normal qu'on ne me reçoive pas. Je n'ai pas fait Les Enfants du Paradis. Mais lui, alors, ce manque de... Ça m'est resté. L'autre jour, j'ai écrit ça à François Nissen. Je lui ai écrit, écoute, tu devrais me recevoir parce que je vais te citer l'histoire de Carnet qu'un de tes confrères a laissé comme sachoir. 3 heures, il est resté. Alors, c'est une histoire qu'on m'a racontée par un proche de Carnet qui était complètement agilité par ça, parce que il a dit comment je suis vieux, en plus on me traite comme une merde, etc. Alors il y a encore une dernière anecdote, c'est sur Ludwig van Beethoven, parce que j'adore Ludwig van Beethoven. Alors je me suis penché un peu sur sa vie, et vers la fin de sa vie il était sourd, bon, ça tout le monde le sait, et il habitait à côté d'une grande brasserie. Il adorait la bière. Alors, comme les Belges d'ailleurs, qui boivent de la bière sans arrêt. Alors, il y avait ce qu'on appelle des barons de bière à Munich. Et c'était des 2000 litres de bière dans un pot, etc. Alors, il est allé voir le gars qui avait la brasserie. Il lui dit, écoute, si tu me donnes un baron tous les jours jusqu'à ma mort, je te lègue ma musique. Et le type lui a dit non.
Le type n'a pas voulu de la musique de Beethoven contre un baron de bière. Alors, c'est une anecdote qui m'a frappé parce que ça montre que ce génie a été lui aussi abandonné, alors qu'il s'appelait Ludwig van Beethoven. Alors aujourd'hui, tout le monde s'en fout, mais ça donne l'esprit, si vous voulez, de la façon dont on traite les artistes qui sont bizarres, qui ne sont pas dans la norme, qui ne sont pas des gens de tous les jours, comme ça, bon, des génies, quoi. Voilà, mon cher.